Alors, bah, merci Lina, de m'avoir invité. Merci à tous pour être là. Donc, d'abord, quelques petits remerciements. Vous voyez que en fait, la liste des gens avec qui j'ai travaillé depuis désormais 10 ans, voire plus, c'est quand même, c'est quand même conséquent. La plupart du travail que je vais présenter, c'est tout un travail qui a été fait par les doctorants que je encadre. Et puis, il y a d'autres collaborateurs, voilà, des gens qui viennent un peu de partout, des gens qui viennent aussi de Milan, enfin, c'est mon ancienne provenance. Donc, remercier tous ces gens-là. Globalement, le cadre que je voulais donner à la présentation, c'est un cadre plutôt générique, mais après, on va se concentrer plutôt sur les applications. Je vais essayer aussi de mettre un peu en avant ce qui sont les aspects plutôt liés au travail qu'on pourrait mener ensemble. Donc, l'idée, c'est de parler d'ondes, ondes de différents types. Là, je vais me concentrer aujourd'hui sur les ondes sismiques et notamment les applications que nous avons, c'est surtout les applications HMI parasismiques et SHM, donc Structural Earth Monitoring. Donc, en gros, on a des bâtiments qu'on essaie de monitorer. Et tout ça, on le fait avec du calcul HPC à la base et de l'IA. Je vous épargne un peu le menu. Donc, les contextes généraux. Vous savez tous qu'il y a eu des tremblements de terre assez importants l'année passée. Normalement, le grand problème, c'est qu'effectivement, au-delà du fait que, il y a eu quand même pas mal d'événements, c'est que la plupart des pays, y inclus la France en partie, ne pas forcément complètement couvertes vis-à-vis des coûts humains, bien sûr, mais surtout des coûts économiques qui sont nécessaires pour assurer la résilience vis-à-vis de ces genres d'événements. Vous avez, par exemple, un chiffre, à mon avis, assez important. Pour les tremblements de terre en Turquie, les pertes économiques, simplement les pertes économiques, je veux dire juste les bâtiments, c'est 4% de GDP de la Turquie, PIB de la Turquie. Donc, avant, c'était quand même assez conséquent. Et sans parler effectivement après des morts et de toutes les conséquences aussi sociales qui sont derrière ça. Et donc, pour améliorer le modèle de risque sismique, ce que nous faisons depuis une dizaine d'années, c'est de développer un logiciel HPC qui s'appelle SEM3D, que depuis peu, ça fait peut-être 1 an et demi, il est en licence open source. C'est un logiciel qui a été développé par Centrale Supélec, mais surtout en collaboration avec le COA, qui était à l'origine, en fait, c'est pas l'origine. En vrai, les codes, c'est un code qui a été développé à l'Institut de physique du globe de Paris et que le COA, avec nous et avec le CNRS, a récupéré en partie en 2012, je pense, dans le cadre d'un gros projet national, pour le réécrire presque entièrement et le pouvoir faire évoluer d'une façon moderne et du coup pouvoir passer sur des grands calculateurs et avec des bonnes performances APC. Là, ce que vous voyez, c'est une simulation qu'on a fait il y a quelques années où vous voyez qu'en gros, il y a la région on la voit de l'eau, mais c'est une région qui fait 20 km x 20 km. Et vous voyez qu'en fait, il y a un épicentre où l'onde commence à se propager, l'onde arrive en surface, et puis elle se propage dans un domaine qui est assez hétérogène. Donc, on parle d'onde élastique, mais onde élastique qui se propage au sein d'un domaine qui est fortement hétérogène. Donc, vous voyez que les ondes restent figées un peu dans un bassin sédimentaire qui étant mou par rapport au rocher qui l'entoure. Ça c'est des lois classiques, des lois de Snell classiques. En gros, les ondes commencent à se réfléchir à l'intérieur, elles ne sortent plus, ou presque pas. Alors, ces calculs-là, il a pris quand même, c'est un petit calcul, je les considère un petit calcul parce que de toute façon, pour l'instant, pour ces genres de calculs, maintenant, c'est presque rien, c'est 216 core MPI pour P dans 7 heures, donc c'est vraiment presque rien. Mais malgré ça, y arriver et valider tous ces genres de modèles-là, c'est quand même assez compliqué pour une raison simple, c'est qu'en génie parasismique, on n'a presque aucune idée de ce qui se passe en dessous de nos pieds. Donc, en gros, on ne sait pas quels sont les domaines dans lesquels on propage les ondes. On ne connaît pas du tout les propriétés mécaniques de la Terre. Sauf si, effectivement, on prend en considération, par exemple, des vieilles cartes géologiques et on essaie de faire un peu des estimations de ce qui se passe sous le sol. Ou sinon, c'était surtout les pétroliers qui ont toujours pas mal de données. Mais la question, c'est qu'il faut voir aussi à quelle échelle on regarde le problème. Si on se limite à
par exemple, à 2-3 km de profondeur, on peut avoir un modèle très fin que les pétroliers souvent ont parce qu'ils vont chercher des réservoirs. Si on considère la sûreté sismique du central nucléaire où la faille à côté, par exemple à Cadarache, la faille à côté fait 30 km de large, alors soit on ne considère pas la faille, mais du coup, comment on excite la boîte, notre boîte, comment on l'excite avec un tremblement de terre, soit on met la faille dedans, mais du coup, ça veut dire que le domaine doit faire au moins 30 km de large. Et puis, si la faille n'est pas à côté, vraiment, il faudrait quand même une région conséquente. Donc, je vous montre un autre exemple. Vous voyez que la faille, quand même, par rapport à la taille du site, qui est la petite tache noire que vous voyez en surface, vous voyez que la faille fait quand même une dimension quand même conséquente. Et la faille, du coup, elle glisse, elle génère, du coup, elle lâche un peu d'énergie dans les sols, enfin, dans la croûte, et puis l'énergie se propage sous forme d'onde sismique jusqu'à la surface. Le grand problème, c'est que pour ce genre de calcul-là, effectivement, on fait un peu, c'est presque du calcul à l'aveugle, parce que globalement, on a des idées vraiment très vagues de ce qui pourrait être le contexte sismique. Après, ça dépend des sites. Il y a des sites qui sont très bien caractérisés, d'autres un peu moins. Mais ce qui est important, c'est surtout le niveau de confiance que nous avons. Nous l'estimons souvent à jargon en termes de fréquence maximale qu'on peut atteindre dans nos simulations. Donc, il y a deux niveaux d'accuracy. Donc, il y a l'accuracy numérique, et c'est vraiment les calculs, ils marchent il est valable jusqu'à une certaine fréquence parce que la méthode numérique, nous assure que vis-à-vis du delta T, vis-à-vis des propriétés mécaniques, on arrive, et bien sûr du maillage, on arrive à une certaine fréquence maximale. Donc, les code en soi, il fait son boulot. Donc là, il s'agit vraiment d'un problème HPC. Il y a un maillage beaucoup plus fin. J'essaie d'échanger un peu les propriétés. Je peux essayer de pousser la fréquence vers des fréquences plus élevées. On parle de dizaines de hertz, pas de mégahertz. C'est vraiment la fréquence maximale qui nous intéresse, ça serait idéalement 30 hertz. Là, avec ces simulations-là, on est autour de 10 hertz. Mais le gros problème, ce n'est pas forcément les calculs. Enfin, à une époque, c'était aussi les calculs. Mais maintenant, les calculs, ce n'est pas forcément un problème en soi, parce que, bon, avec surtout les machines exascale, on n'a presque pas de problème. Le grand problème, c'est vraiment comment on alimente ces modèles immenses. On parle de 10 milliards de degrés de liberté. Comment on caractérise tous ces degrés de liberté-là? Sachant qu'on connaît vraiment très peu de ce qui se passe en souterrain. Donc, il faudrait vraiment aller caler tous les paramètres un par un et idéalement faire de l'incertitude dessus, quantification de l'incertitude. Donc, ça voudrait dire lancer des milliers de scénarios différents avec la faille qui change légèrement d'inclinaison, la géologie qui n'est pas parfaite. Donc, on peut introduire des aléas sur les contours géologiques. Donc, vous voyez que du point de vue HPC, c'est sur les nombres de calculs qu'on commence à avoir des problèmes. Combien de calculs il faut pour avoir des marges de sûreté? C'est bon pour le risque sismique. Et surtout, à quel niveau de raffinement on cherche à caler tous nos paramètres. Donc, vous voyez, ce que je disais ici, c'est que globalement, une fois qu'on a simulé notre séisme jusqu'à la surface, avec EDF et avec les SEA, on a aussi travaillé pour coupler avec leur outil de calcul, typiquement comme Astel et Castel, pour la simulation des bâtiments réacteurs et des ouvrages, des installations nucléaires. Vous voyez très bien qu'en fait, l'effort de coupler tout ça, ça passe par un effort d'abord mathématique de définir bien les éléments du couplage, et aussi après d'un effort numérique pour pouvoir quelque part passer l'information d'un domaine à l'autre et vice-versa d'une façon continue sans qu'il y ait trop d'attente, trop de délais, surtout de passage de données parce que c'est l'entrée-sortie qui génère quand même qui ralentit pas mal la chaîne de calcul. Pour l'instant, on n'en est qu'à un couplage faible, c'est-à-dire que c'est que Cell 3D qui alimente les modèles Codaster et pas vice-versa. Mais dans un futur très proche, il faudra qu'on passe à l'interaction sur structure complète où effectivement l'effet de la structure est sensible au niveau de… Ça impacte les champs d'onde aussi qui arrivent à côté de la fondation. Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est que malgré tout, on peut tout à fait
c'est donner des plages de précision à laquelle on est intéressé, c'est-à-dire qu'on peut dire, OK, mettons qu'on souhaite alimenter notre modèle des réacteurs nucléaires en fait, avec Olaster, par exemple, avec un champ sismique en surface qui soit réaliste. Donc, à quel niveau d'accuracy, à quel niveau de précision on doit aller? Et est-ce qu'il y a un coût associé sur lequel on peut effectivement trouver une sorte de consensus? Donc, est-ce qu'on veut un truc très, très précis et donc avec un coût derrière en termes de calcul même qui est conséquent, ou on peut se restreindre en fait effectivement à un coût moindre qui est quand même satisfaisant pour tout ce qui est l'étude de vulnérabilité du bâtiment, pas de l'ouvrage. Alors, dans la figure, vous voyez effectivement, alors déjà, je vous contextualise un peu ce que c'est les spectres que vous voyez, la figure que vous voyez. En gros, on parle de spectre de pseudo-accélération. Vous prenez un oscillateur harmonique à un seul degré de liberté, vous l'alimentez avec un séisme, donc vous écoulez la base, et en gros, en fonction de la période de résonance, période naturelle de notre oscillateur harmonique à 100% d'amortissement, vous prenez le pic en accélération de l'oscillateur. En gros, vous pouvez penser que l'oscillateur représente un bâtiment. La période naturelle du bâtiment est dépendante du nombre d'étages. Donc, on peut, avec des règles de Cauchy, faire une association avec un bâtiment classique. On prend le max en tête à ces bâtiments équivalents et on trace pour chaque période de résonance de notre oscillateur la valeur de l'accélération maximale. Et c'est comme ça qu'on obtient ce qu'on appelle SA ou accélération spectrale, pseudo-spectrale. Vous voyez qu'en fait, il y a trois spectres là-dedans, bleu, rouge et vert. Et les bleus, c'est les niveaux de raffinement du maillage les pires des trois niveaux de raffinement. Donc, c'est effectivement un raffinement moindre. Après, on est monté quelque part, on augmente le nombre de degrés de liberté au sein d'un élément. Donc, on passe de 5 éléments, 5 points d'intégration par côté. Donc, ça fait 5 x 5 x 5, 125, à 7 par côté et à 10 par côté. Et vous voyez qu'effectivement, vu que le modèle n'était pas assez raffiné, bah, la solution entre 7 et 10 est presque la même. Et c'est ça qu'en fait, EDF après prend un trait pour effectivement caler leur modèle je parle d'EDF, mais ça pourrait être aussi l'ingénieur qui conçoit le bâtiment XY à Paris. Hein. Enfin, c'est vraiment l'Eurocode qui nous demande ça, les codes de design dynamique. Alors, on voit bien qu'entre 7 et 10, du coup, on n'a pas de différence en termes de réponse exploitable par les constructeurs ou en tout cas par la structure, comme caractérisation du champ sismique à l'entrée d'un modèle après de structure. Par contre, ce qui change, c'est les coûts des calculs. Et on les voit en petit dans les petits graphes. En fait, en termes de coûts des calculs, en termes de CPU, vous passez de point rouge au point vert et c'est en échelle log. Donc, on passe alors c'était en équivalent CPU time, donc on passe de 30 à 200 fois 10 puissance 6 lors des calculs. Donc, vous voyez bien qu'effectivement, pour avoir le même résultat, on a quand même eu un facteur 10 sur le coût computationnel. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on s'est dit, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être pas. Peut-être pas, ou peut-être si, mais il faut quand même aller, disons, caractériser mieux notre modèle. Donc, si on CP 10 fois plus dans les calculs, le modèle doit être 10 fois plus, pas 10 fois plus, mais il devrait quand même être un peu plus précis en termes de caractérisation des paramètres. Sinon, on a la même solution et on a juste jeté à la poubelle on a payé 10 fois plus sans aucune raison. Et donc, moi, je pense que ça, pour les clouds, c'est fondamental. Puisque ce n'est pas que la puissance des calculs qui fait la différence, mais c'est vraiment la qualité du modèle qui fait la différence. Et vu que là derrière, pour l'instant, nous, on est sur les machines nationales, donc je ne dis pas qu'on ne paye pas, mais c'est un coût pour nous universitaires, c'est presque gratuit. Il faut juste faire l'appel d'offres et sur le Janzé, par exemple. Mais sur cloud, ça, c'est un coût économique. Donc, il faudrait traduire en euros et dire, en fait, 10 fois plus d'heures de calcul CPU. Est-ce que la facture à la fin est conséquente, je pense.
L'idée, c'est que derrière, nous voulons passer maintenant à une utilisation, et ça, c'est la collaboration qu'on essaie d'entamer avec vous. On va passer sur cloud, ce type de calcul. Et pour passer sur cloud, l'utilisateur XY qui n'a pas forcément accès à un supercalculateur, d'une part parce qu'il n'a pas peut-être l'expertise de passer sur le supercalculateur, et d'une autre part parce qu'effectivement, il n'a pas les moyens de s'acheter un calculateur. La solution la plus simple, c'est que soit il fait tourner ça sur son portable, sur les portables, sur les workstations classiques de bureau, mais c'est presque mort déjà au début parce qu'il n'y a pas assez de... Enfin, il faut au moins avoir des clusters de calculs pour faire un calcul qui soit réaliste dans une plage de fréquence réaliste. Soit il fait quoi? Soit il tertiarise, il fait faire ça à quelqu'un d'autre, soit il le fait probablement sur cloud. Donc il s'achète des autres cloud, il installe les codes et il fait tourner ses calculs. Classiquement, par contre, là, le problème, ça sera après chiffrer combien ça leur coûtera. Et donc, je pense que ça, c'est un point, les premiers pas importants pour passer sur cloud, c'est monitorer tout le temps la qualité du modèle. Donc, facture électrique à la fin, facture cloud à la fin, mais aussi qualité du modèle. Parce que sinon, on risque vraiment de dégager pas mal de ressources et pas mal de calculs. Alors, du coup, pour enchaîner, ça c'est un petit résumé. De toute façon, il y a quand même quelques questions encore ouvertes, malgré tout, parce que même si les simulateurs numériques sont assez puissants maintenant dans tous les branches de la physique, de l'ingénierie, il y a quand même pas mal de trucs à résoudre, pas mal de questions à répondre encore. J'en ai listé 4 qui, à mon avis, sont intéressantes. Déjà, comment on gère le fait que souvent les modèles d'entrée, ils sont plusieurs, parce que comme il y a une forte incertitude, je dois tirer au hasard les modèles géologiques ou les modèles des failles qu'on a, et ils sont tous plus ou moins réalistes. Surtout en France, où on a les derniers gros tremblements de terre qui a été observé, c'était en 1909, de mémoire. Donc, on n'a pas de catalogue presque. Ou on a des catalogues pour des petits séismes, mais ça ne veut pas dire que c'est pas linéaire. Ça ne se calme pas de façon linéaire. Donc, c'est pas évident. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'observation. Et aussi, le grand problème, c'est un problème qui concerne un peu tout le monde, c'est que les grosses plateformes de calcul maintenant, Exascale, etc., sont faites pour le urgent computing. Donc, la science du climat, surtout, c'est pour les catastrophes naturelles, c'est-à-dire j'ai des capteurs qui enregistrent les événements qui sont un peu précurseurs d'une grosse catastrophe naturelle. Donc, j'ai un calculateur prêt tout de suite à créer des scénarios plausibles. Par exemple, ça peut être pour les orages, mais ça peut être aussi pour les séismes. Dire, j'enregistre l'onde sismique à 50 km de distance. Est-ce que j'ai déjà une idée, une carte de quelles seront les régions, par exemple, en Île-de-France, les gens qui seront les plus affectés par le séisme qui va arriver dans 10 secondes, par exemple. Ou un post-catastrophe, dire les tremblements de terre ont lieu il y a 10 minutes, est-ce que je peux déjà, les décideurs publics, la préfecture peut déjà envoyer les secours là où il faut, sans avoir aucune communication, juste sur la base de scénarios pré-calculés. Alors, là, justement, Linda m'a donné l'assist au début. C'est pour ça qu'effectivement, le premier problème, c'était de dire est-ce qu'on peut utiliser ces logiciels qui ont été développés pour la recherche, est-ce qu'on peut déjà essayer de les rendre plus accessibles à des gens qui l'utiliseront pas pour le développer, mais juste comme outil de décision. Alors, pour faire ça, effectivement, j'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait quand même aussi voir si sur cloud, il y a des possibilités. Et c'est pour ça que du coup, on a gagné un petit projet avec un collègue à Centrale l'année passée. Donc, c'est un projet d'accélération, de spin-off, financé par SAT Paris-Saclay, qui s'appelle EasyRisk. Donc, l'idée, c'est de créer, d'entourer cette 3D par une plateforme SAS friendly pour que l'utilisateur classique puisse, sans avoir beaucoup d'expérience en HPC, juste une compréhension du phénomène physique et un intérêt à utiliser le logiciel, puisse simplement appuyer sur un bouton et sélectionner la région qui l'intéresse, les données dont il a besoin, et lancer un calcul ou plusieurs calculs, et puis récupérer les données et faire des statistiques dessus. Alors, l'idée, c'est de collaborer avec vous. Donc,
Pour l'instant, ce n'est pas tranché parce qu'on a un marché public en cours sur lequel je ne peux pas m'exprimer, mais Anéo fait partie des concurrents dans ces marchés publics. On a par contre, ce qui est sûr, ce que je peux dire, c'est qu'on a publié avec vous l'année passée un article de blog qui est effectivement, c'était avec un ancien de vos collaborateurs. On a compilé cette 3D sur des instances GCP et on a même publié un papier de conférence. Et puis, on a fait effectivement des tests sur des processeurs AMD, puisque moi, personnellement, je l'avais utilisé, enfin, les logiciels, je l'avais toujours utilisé sur des processeurs Intel. Et avec AMD, on a eu quand même un gain en performance qui était conséquent. Et c'était assez, ça m'a soulagé parce qu'on a quand même eu un gain en termes de coût de calcul qui était assez conséquent. Voilà. Donc, maintenant, un peu d'IA. Vous voyez qu'en fait, ici, je vous donne une sorte de schéma de ce que j'essaie de faire depuis quelques années, surtout avec mon collègue qui était mon ancien cadre de thèse, Didier Cloutot, avec qui on a entamé un peu une sorte de filière IA au laboratoire pour le génie parasismique. Donc, là, vous voyez en bas, c'est un peu le cadre de la simulation end-to-end, donc faille structure. Ça, c'est résolu par cette 3D. On pourrait très bien se dire, bon, on continue avec ça et on se limite à ça. Et par contre, vous voyez à droite que malgré tout, les cadres bleus PBS, donc Physics Based Simulation, nous donnent des solutions sur lesquelles on a une bonne confiance dans un spectre de fréquences, dans une place de fréquences qui va entre 0 et FM. Donc FM, c'est vraiment, ça peut varier en fonction de la qualité du modèle, comme on a dit tout à l'heure. Mais ça varie entre 1 Hz et 10 Hz. D'accord ? Alors, pourquoi on ne se limite pas à ça? On se dit, bon, 10 Hz, c'est assez peut-être, non? En fait, il y a des bâtiments où à 2 Hz déjà, on peut avoir des endommagements. La réalité, c'est qu'en nucléaire, il y a quand même les accidents nucléaires, souvent, ils sont causés aussi par des problèmes sur la tuyauterie. Ce n'est pas forcément la fondation ou le bâtiment qui coule, c'est vraiment des problèmes liés à la tuyauterie. Et les fréquences de résonance de la tuyauterie commencent autour de 10 Hz. Donc 10 Hz, c'est déjà une fréquence intéressante, mais après, il y a des fréquences de résonance un peu plus élevées. Et si notre modèle numérique n'est pas alimenté avec une énergie suffisante sur la plage de fréquences qui va de FM jusqu'à 30-40 Hz, on ne verra jamais les résonances au niveau des tuyauteries. Et on ne verra pas si les modèles qui ont à disposition nous donnent effectivement une idée. Est-ce qu'il y a des accidents, par exemple la tuyauterie qui après, il y a des explosions, il y a des fuites, ça peut vraiment poser des problèmes. Donc on s'est dit, OK, pourquoi pas utiliser de l'IA pour compléter nos calculs. De toute façon, on a compris qu'il y arrivait de façon brute force avec simplement un logiciel numérique old school, physics-based et compagnie. On y arriverait, mais il faut un effort immense et un coût de calcul conséquent. Pourquoi ne pas utiliser la masse de données qui est disponible en sismologie depuis les années 70 et non seulement disponible, mais open source? Pourquoi pas utiliser la masse de données, du coup, je parle de sismogrammes, enregistrés partout dans le monde, pour essayer d'améliorer nos simulations. Nous, la conception qu'on s'est donnée pour améliorer la simulation, c'est une idée qui vient de l'autre directeur de thèse que j'avais en Italie, Roberto Paolucci, qui était mon directeur de thèse, mon co-directeur de thèse. Lui, il avait eu l'intuition de dire, en fait, il se peut qu'avec l'IA, on puisse simplement sans toucher les basses fréquences qui sont simulées, donc plutôt bien, on pourrait très bien faire en sorte d'apprendre un mapping entre les basses fréquences en bleu et les hautes fréquences en orange. Sans besoin de tout refaire, mais simplement en s'appuyant sur des simulations à haute fidélité, mais à basse fréquence, et à partir de là, donner effectivement après une prédiction des autres fréquences qui seront associées à ces basses fréquences-là. Alors, que je sache, il n'y a pas de modèle physique clair qui donne ces mappings-là. Donc, une fonction f
on lui donne à l'entrée les spectres de Fourier à basse fréquence et il nous sort les spectres de Fourier à haute fréquence. Il y a des corrélations empiriques qui sont faites sur ces milliards de signaux sismiques qui sont enregistrés partout, tous les jours au monde. Et comme en fait, ces corrélations empiriques, à la base, sont faites par des méthodes de régression statistique, pourquoi pas utiliser de l'IA? En fait, c'est peut-être même un cas plus simple à traiter. D'ailleurs, la chose intéressante, c'est que ça, on l'a compris après, on l'a découvert après parce qu'on était complètement noob en IA, on ne connaissait rien du tout. C'est un problème très classique à l'IA, c'est le problème de super résolution. Donc, on a des signaux compressés, des images compressées, on veut essayer de donner de sortir des images un peu plus réalistes avec effectivement des détails plus fins. Et du coup, on s'est dit, vu qu'on a les données, pourquoi ne pas déjà partir de sismogrammes enregistrés? On les filtrera passe-bas entre 0 et FM. On dira que pour nous, ça sera l'équivalent d'une simulation numérique. Après, ça sera à nous de faire la simulation numérique de sorte de matcher les basses fréquences. Mais ça, on pourra le faire après. Pour l'apprentissage, donc basse fréquence, haute fréquence, on pourra très bien dire, on utilise les signaux et on fait avec ça. Alors, le premier essai qu'on a fait, c'était 2018. Effectivement, je finissais ma thèse. Et on avait utilisé, comme je ne connaissais rien du tout d'IA, je me suis dit, on reprend les concepts de spectre de pseudo-accélération, donc à nouveau la réponse maximale d'un oscillateur de un seul degré de liberté en fonction de sa période de résonance naturelle T. Donc là, il faut voir que c'est inversé, donc on parle de basse fréquence ou de longue période, parce que c'est des périodes de résonance assez longues, correspondent à des basses fréquences, effectivement, d'excitation. Là, on peut le simuler avec cette 3D et avec un ANN, donc un réseau de neurones très simple, une seule couche cachée. Est-ce qu'on peut prédire les ordonnées spectrales, donc les valeurs équivalentes de SA, mais à courte période, donc pour des périodes inférieures T star, ou je l'ai appelé tout à l'heure FM, enfin c'est l'équivalent de FM. Parce que la simulation numérique, en fait, on est obligé de la filtrer parce qu'à un moment donné, l'émaillage est trop lâche il est trop grossier, pardon, pour pouvoir propager les courtes périodes et du coup les fréquences. On s'est dit, un ANN classique Layer perceptron à une seule couche, en théorie, pourrait avoir la puissance de faire ça. Donc, je prends l'entrée tous les points rouges qui correspondent à des périodes T supérieures à T star. Et j'ai prédit les périodes correspondant les points rouges correspondant à des périodes inférieures à T star. Et puis, avec des méthodes sur lesquelles je ne veux pas trop discuter, avec des méthodes de match des spectres de réponse, on va essayer de donner, de trouver la série temporelle qui peut matcher notre spectre avec des points rouges. Alors, on a fait un essai avec ces méthodes d'IA. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que la méthode de découplage, on l'a toujours gardée. Donc, le couplage CN3D avec les modèles, par exemple, Codaster du réacteur nucléaire, d'une centrale nucléaire au Japon, on l'a toujours gardé. Ces couplages-là, c'est fait à travers une méthode qui s'appelle MIS3D. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il est alimenté par la simulation CN3D. Alors, la simulation CN3D, vous la voyez en bas à gauche, c'est en bleu, à nouveau en termes de spectre. Et il faudrait que, juste pour vous montrer l'écart, la simulation est en bleu et l'enregistrement est en rouge. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un écart conséquent. Comment on a fait pour améliorer la simulation numérique en bleu? On a utilisé l'ANN, le réseau de neurones, et on est passé du spectre bleu au spectre noir, qui est beaucoup plus proche, en fait, au pic aussi, du spectre enregistré. Donc, on les considère plus réalistes que la simulation. Et avec le spectre noir, on l'a injecté dans notre modèle Codaster du bâtiment réacteur. Et vous voyez à droite, on compare effectivement l'enregistrement REC en Bouchard, je crois, ouais, avec nos simulations plus ANN, plus réseau de neurones. Et on voit bien qu'en fait, c'est un peu sous-estimé, mais ça, c'est pas grave. Mais au moins, on voit bien les pics, bien correspondants. Donc, ça veut dire que quelque part, la réponse de la structure, elle est plus ou moins captée, non
enfin, elle est captée par la simulation numérique, améliorée par les réseaux de neurones et injectée dans les modèles de structure de DF. Et vous voyez que j'ai souligné aussi, j'ai mis une barre qui montre quelles sont les fréquences auxquelles la tuyauterie s'est intéressée. Et effectivement, on voit bien qu'il y a eu des pics. Enfin, des pics de réponse, ça veut dire que quelque part, les mouvements sismiques qui est amplifié pour des périodes naturelles autour de 0,1 seconde. Et c'est là qu'effectivement, la tuyauterie est intéressée par l'amplification sismique. Donc, on veut essayer de limiter et après de prendre en compte ça dans la vulnérabilité. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les méthodes, c'est pas très intéressant. Alors, en 2020, après, on s'est dit, OK, ça c'est joli, etc., mais le réseau, il est quand même très simple et il prend en train que le spectre de réponse. Il ne prend pas en train les séries temporelles. Et c'était l'époque où, en fait, on découvrait les CNN, les méthodes voilà, plus avancées de l'IA. Enfin, à une époque, c'était vraiment tous les jours une nouvelle architecture. Donc, on s'est dit, pourquoi pas passer par l'IA générative de l'époque, qui était les GAN. Je ne sais pas si ça... Moi, je pense par tout le monde. Donc, les GAN, à l'époque, étaient... Tout le monde utilisait les GAN pour faire presque que des images hein, ou de l'audio, mais pas vraiment pour de la physique. Donc, on a essayé de dire, bon, avec les GAN, peut-être qu'on a quand même un cadre un peu plus formel pour traiter les problèmes. Et donc, on s'est dit, en fait, les concepts de base, c'est d'avoir un générateur et un discriminateur, qui s'entraînent l'un contre l'autre. Sur deux réseaux de neurones qui s'entraînent l'un contre l'autre. Et le générateur essaie de générer des instances réalistes. Le discriminateur, il est là pour juger et dire, non, mais cette instance-là, ça se voit qu'elle n'est pas comme les données. Donc, en gros, elle est rejetée. Et au fur et à mesure, le générateur essaie de tromper les discriminateurs. Et les discriminateurs, en fait, quelque part, ils essaient toujours de garder... comment dire, une sorte de puissance et de détecter quels sont les faux sismogrammes par rapport aux vrais sismogrammes. Donc, pour nous, les discriminateurs, c'est un expert. C'est comme un sismologue virtuel. Comme les sismologues, ils ont l'œil pour reconnaître les ondes sismiques et tous les sismogrammes, s'ils sont vrais ou pas, l'expert pourrait très bien être un réseau de neurones qui s'est entraîné sur des milliers de séries temporelles. Alors, vous voyez qu'effectivement, on a récupéré quand même pas mal d'informations qui étaient pas mal de papiers et pas mal de techniques développées pour l'audio. Et on s'est dit, en fait, l'idée, ça pourrait être très bien simplement celle de dire GX, qui est mon signal simulé par cette 3D. Je utilise un générateur G, un réseau de neurones, qui me génère des faux signaux haute fréquence à partir de X, qui est juste la simulation à basse fréquence. Donc, il résout d'un coup le problème de super résolution. Alors, il y a eu pas mal d'essais comme ça, et effectivement, c'est des essais qui ont donné des bons résultats. À la base, l'idée, si on les formalise, c'est de dire, on considère notre base de données, on prend 50% des données générées, 50% des données enregistrées. Donc, disons que c'est comme si on était en train de faire une classification binaire entre deux classes de fidélité. L'haute fidélité, c'est la donnée enregistrée. La basse fidélité, c'est la génération par simulation numérique. Et donc, en fait, c'est comme une classification binaire entre data et générée. Et notre discriminateur, c'est un sismologue virtuel qui est très intelligent et il s'est distingué effectivement entre données générées et données enregistrées ou du coup données réelles. Il faut effectivement que le discriminateur puisse donner du coup une probabilité ou approximer la probabilité que si je prends ma base de données, j'extrais un seul signal, quelle est la probabilité que ce signal-là soit réel? Que ce soit un signal enregistré et pas un signal généré par quelqu'un d'autre à la main, par exemple. Donc, ça sort vraiment de détecteurs d'anomalies même. Bon, je vous épargne un peu le maths, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est simplement ça. On a la loss de gamme à minimiser, la loss classique. Dès que c'est les discriminateurs avec des poids oméga, normalement c'est indiqué comme ça, c'est la sortie de D, c'est un scalaire entre 0 et 1, donc une probabilité. Et D, c'est notre générateur de signaux qui prend l'entrée comme conditionnement juste X. Donc X, c'est le signal simulé par cette 3D. Y, c'est le signal
enregistré, et Y tilde, ça serait les faux signaux, donc ça serait Gθ de X. La loss de gain, c'est classique, on la minimise assez bien, même si entraîner des gains, c'est quand même assez compliqué du point de vue vraiment technique, parce qu'il faut qu'à terme, d oméga donne tout le temps 0,5 comme sortie. Donc, il soit plus capable de distinguer entre Y et Gθ de X. Mais, modulo les problèmes d'entraînement, c'est un problème de... Bon, ça, je vais zoomer un peu sur ça. Je vais un peu laisser de côté ça. Pardon. Ouais. Donc, modulo les problèmes d'entraînement, disons que l'idée, ça serait celle-ci. Alors, quel est par contre le problème? C'est que si on commence à travailler dans des espaces des signaux, en fait, la variabilité est énorme. Parce que la taille, la dimension intrinsèque des signaux sismiques, elle est vraiment même difficile à calculer. On ne sait pas de combien quelle est la taille, on n'arrive même pas à l'estimer tellement elle est grande. Donc, effectivement, on commence à se poser des questions et dire, mais est-ce que peut-être il n'y a pas d'autre façon de traiter les problèmes pour simplifier en fait les problèmes et passer, en fait, il y a deux grands problèmes à résoudre. Un, c'est la taille, la dimension de nos espaces de données qui est énorme et la variabilité, du coup, qui est énorme. Et deux, en fait, assurer une sorte de, c'est pas une bijection, mais une sorte de consistance entre l'entrée X et la sortie Y pour qu'effectivement Y, quand on le voit, Gθ de X, quand on le voit, il ressemble à X à basse fréquence. Parce que sinon, très bien, on pourrait dire, c'est une translation de, ça serait juste comment dire, en anglais, c'est signal-to-signal translation. Donc, ça serait juste un signal pris en entrée, transformé en un autre signal qui n'a rien à voir. Pourquoi pas, hein? Le discriminateur, il n'a pas la puissance de détecter ça. Il ne sait pas reconnaître les portions et dire, ah, mais effectivement, tu n'as pas gardé les basses fréquences comme je les voulais. Le conditionnement, il n'a pas marché très, très bien. Donc, la première chose qu'on s'est dit, pour garder les conditionnements, on pourrait très bien dire, OK, à la place que de travailler sur X et Y, je travaille sur les distributions jointes. Donc, X, simulation, Gθ de X, mon signal fake à haute fréquence. Ça, c'est la première instance. La deuxième, c'est le contraire. Donc, c'est Y et un filtre F phi qui, à partir d'Y, il me génère X tilde. Donc, la partie basse fréquence qui me faut. Ces deux réseaux, toujours paramétrés. Donc, effectivement, il y aurait maintenant deux discriminateurs, enfin, le même discriminateur, mais auquel on ne demande plus de distinguer entre X et, entre Y et Gθ de X, mais entre les deux tuples X, Y tilde et X tilde Y. Si le discriminateur arrive quelque part à matcher les distributions, donc à ne plus comprendre quel des deux est faux, on peut très bien dire qu'on a essayé d'assurer un peu de consistance à X et à Y. Et nos deux générateurs, donc Gθ et F tilde, sont à la fois capables. Gθ, il fait l'upsampling. Donc, il résout le problème de super résolution. Donc, en gros, il est capable de générer des hautes fréquences, enfin, un signal broadband, à partir d'un signal X qui est à basse fréquence. Phi, par contre, il a compris, il a appris les filtres. Il a appris les filtrages. Maintenant, si X, ce n'est pas un filtre Butterworth passband, mais c'est juste la simulation numérique, on peut espérer qu'effectivement, Phi ait compris quel est le passage inverse. Donc, comment on devrait filtrer un signal sismique réel pour obtenir un signal qui est plus ou moins une simulation numérique. Alors, à nouveau, c'était des idées qu'on avait au début. Hein. On a vraiment eu pas mal de difficultés après vis-à-vis de l'entraînement, vis-à-vis de la taille qu'il fallait nous donner pour caractériser et être capable d'entraîner de façon vraiment concrète et de façon robuste nos GAN. Donc, on a un peu laissé ça de côté. On s'est rendu compte que l'idée était OK, mais il fallait réduire la dimensionnalité du problème d'abord. X, Y, c'était trop gros en fait à gérer. Il fallait passer par des espaces compressés, donc passer par la réduction d'ordre de nos modèles pour avoir effectivement non seulement des espaces plus petits et comment dire, en termes de variabilité, mais aussi avec une distribution de probabilité connue. Parce que les grands problèmes des gars,
classiquement, c'est qu'on ne connaît pas la distribution qui génère X et celle qui génère Y. On ne la connaît pas. On essaie de l'apprendre, on essaie de s'y approcher, mais on ne la connaît pas. Alors que si on utilise des structures autoencodeurs, on peut dire, bon, je peux quand même essayer de compresser mes données dans un espace plus petit, un manifold, comme il l'appelle, un espace de dimension plus petit, et aussi avec des propriétés statistiques intéressantes, typiquement une distribution gaussienne. Alors, je vous montre juste un exemple avant de rentrer dans ces cas-là. Le signal-to-signal translation dont je vous ai parlé jusqu'à là, c'est typiquement un réseau qui est très connu. À l'époque, c'était très connu, ça s'appelait Pix-to-Pix. C'était construit pour les images. Donc, on prenait une image d'entrée d'un chat, on essayait de la transformer dans une image, c'était plutôt l'image d'un cheval était transformée dans une zèbre, ou vice-versa. C'était ça, hein, l'idée. On s'inspirait à ça pour vous dire quels étaient les passages même conceptuels qu'on devait faire. Là, on l'a fait pour les signaux sismiques. Donc, on passe du noir, qui est notre signal simulé, au bleu, qui devrait être censé être le signal enregistré. Et les rouges, effectivement, c'est la sortie de notre Pix-to-Pix, donc notre signal-to-signal translation. Et vous voyez que ça marche plutôt bien. Quel est le problème des Pix-to-Pix? D'une part, que pour l'entraîner quand même, pas évident. Et de deux, qu'en fait, il apprend très bien les filtres. Donc, il sait très bien filtrer. Ou, disons, réappliquer les filtres inverses pour générer. Et donc, il n'est pas du tout capable, quand on sort un peu de la distribution, il n'est pas du tout capable d'extrapoler. Il donnera toujours le même type la même allure de spectre de Fourier. Vous le voyez très bien. Ça, c'est un temps en haut et un amplitude de Fourier en bas. Donc, il sait faire que ça. Il est assez limité. Et puis, l'autre chose qui nous intéressait à l'époque, c'est de dire, mais OK, moi, je ne veux pas une seule simulation de fréquence. Je ne veux pas une seule réalisation de fréquence. J'en veux plusieurs. Parce que comme ça, avec une seule simulation numérique, j'ai des milliers de réalisations de fréquences et je peux calculer les marges de sûreté pour les nucléaires. Donc, Pix-to-Pix, ce n'était pas le cas. Donc, on a dit, oui, c'est joli, ça marche. À l'œil, ça marche très bien. Par contre, on ne parle pas des ébats des chevaux ici, des chevaux, mais on parle d'autres choses. Donc, il faudra quand même spécifier un peu sur les sismiques. Voilà, ce que je vous disais, je vous ai un peu anticipé, c'est de dire qu'on passe aux autoencodeurs. Classiquement, l'autoencodeur, il a été conçu pour apprendre l'identité. Donc, XX. X construit un X même. Nous, plutôt que faire ça, même si on voudrait quand même assurer que l'autoencodeur marche bien, ce que nous intéressait, c'était vraiment la structure encodage-décodage. Parce que c'était ça qui permettait à la fois de passer à un espace encodé plus petit, faire une manipulation, et à la limite, après, une fois que le réseau est entraîné, utiliser l'espace réduit pour des nouvelles générations de données. Maintenant, quel est l'enjeu là-dedans? C'est qu'en fait, il faudrait que l'espace d'attente, donc l'espace réduit compressé, puisse être représentatif à la fois des basses fréquences et à la fois des hautes fréquences, parce qu'on ne veut pas faire un sampling sur les hautes fréquences, les basses fréquences, ça, on les gardera de côté. Ça, c'est les conditionnements qu'on veut garder. Nous, on veut juste un sampling à haute fréquence pour gérer plusieurs réalisations, modulo le fait qu'à basse fréquence, on garde ça fixe. Ah, à nouveau, il y a pas mal de maths. Ah oui, mais avant, sans lire les maths, bon, je vais rester assis comme ça, il me manque. Donc, toutes les maths sont condensées dans la figure, dans la figure en haut à droite. Donc, vous voyez que X, c'est les données et Z, c'est l'espace d'attente. Donc, c'est sa version compressée. Vous pouvez la voir même comme une label. La structure autoencodeur, en fait, telle qu'elle est, simple, elle offre trois possibilités. Alors, X1 peut être encodé en Z1, Z2. Et Z1 peut me donner X2 ou X1. Donc, en fait, c'est une représentation non unique, une compression non unique de X à Z. Nous, théoriquement, ça ne nous intéresse pas trop. Ça, parce que si vous imaginez que X1, c'est la partie du spectre à basse fréquence et X2, la partie à haute fréquence, nous, on ne peut pas mélanger les choses. On voudrait garder fixe X1 et dire X1 s'encode en Z1 et stop. Comme ça, Z1, on les freeze, on les garde constants et c'est tout. Et X2, donc la partie
haute du spectre, l'encodé en Z2 séparé, indépendamment. Pour qu'après, dans une phase successive, on puisse juste faire un sampling de Z2 et décoder juste Z2, pas Z1. Z1, on les gardera constant. Alors, comment on fait? Le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, l'information doit être, à un moment donné, doit être mélangée. Donc, Z1 et Z2, c'est deux partitions différentes, c'est comme deux composantes orthogonales dans l'espace euclidien, si je veux résumer un peu pour faire simple. Comment on assure, du coup, la consistance, qui n'est pas une bijectivité, mais c'est plutôt une consistance entre l'espace des données et l'espace latent qui est encodé? Bah, ça, c'est un autre problème assez connu de GAN qui s'appelle, enfin, je ne sais pas comment on dit en français, mais en anglais, c'est disentanglement. Donc, comment on sépare l'espace latent, comment on structure l'espace latent de sorte à, effectivement, comment dire, condenser toutes les modifications physiques dans une seule, comment dire, dans une seule sous-ensemble des variables latentes et pas le reste. Donc, essayer de clusteriser un peu l'espace latent et de le structurer. Alors, nous, ce que nous avons fait, c'est qu'on a récupéré l'idée de base de travailler sur des distributions jointes de données, mais cette fois-ci, pas entre données basse fréquence et données haute fréquence, mais plutôt entre données et espace latent correspondant. Donc, vous voyez que la loss de GAN ici qu'on a introduit, c'est une loss qui a été, comment dire, bon, ça c'est la loss GAN classique, le premier deux termes, et puis il y a des penalties, lesquels je vais dire deux mots tout à l'heure. Vous voyez que le discriminateur, maintenant, il doit apprendre à discriminer entre les tuples x, f de x, et entre g de z et z. Donc, c'est des distributions jointes entre données, espace latent, données, espace latent. Sauf que à gauche, vous avez x et sa projection dans l'espace latent. À droite, vous avez la projection inverse, le décodage de l'espace latent et l'espace latent. Donc, tout ça, c'est des distributions de probabilité assez compliquées. Et ça permettrait, en théorie, aux générateurs et aux discriminateurs d'apprendre la bonne distribution de probabilité, non seulement des données, mais aussi de l'espace latent qui va avec, qui, en théorie, on veut que ça soit le plus simple possible, donc gaussien. Et puis, en bleu, on a mis deux penalties, et c'est les deux losses de reconstruction des autoencodeurs. Donc, on veut quand même bien que X soit reconstruit en soi-même, grâce à l'enchaînement de Gθ avec décodage et encodage. Et non seulement, mais on veut aussi que si on part de l'espace latent, on puisse revenir de façon univoque à la même variable de l'espace latent. Donc, Z doit être reconstruit via encodage du décodage de Z. Et c'est là, plus ou moins, devrait assurer la consistance entre les deux espaces. D'accord? Et à terme, on devrait être sur les cas B ou C. Alors, le GAN, hein, juste pour vous donner un cadre visuel, ce qu'ils font simplement, c'est qu'ils font converger de distribution de probabilité vers une seule, qui est la distribution du mélange à l'équilibre. Là, c'est des distributions conjointes entre X données et l'espace latent. Voilà. Vous voyez qu'en fonction de stratégies, on peut utiliser plusieurs stratégies. Donc, ALIX, c'est Adversarial Learning Inference. CE, c'est Conditional Entropy. Donc, il y a plusieurs stratégies. Vous voyez bien qu'en fait, les différences sont assez éclatantes en termes de clusterisation de l'espace latent. Donc, vous avez des données en bas et en haut, l'espace latent correspondant. Et d'un côté, il y a des cas, par exemple celui de la droite, où les clustering, donc la séparation, le disentanglement de l'espace latent, il est assez évident. D'accord? Alors que les données, ils sont quand même générées. On n'a pas l'impression qu'ils sont assez séparés. Vice-versa, il y a des cas où l'espace latent, tout est mélangé, celui à gauche. Et par contre, en fait, on voit une belle séparation, une idée de séparation des données générées par les GAN en termes de données. Donc, vous voyez qu'on navigue dans un monde qui est assez étrange parce qu'on a l'impression qu'on essaie d'investir dans un sens et on perd dans l'autre. Donc, on clusterise l'espace latent, on a des données mélangées, on mélange des données, on a l'espace latent, pardon, on sépare les données, on a des espaces latents mélangés. Donc, c'est pas si simple. Alors, l'idée maintenant, c'est laquelle? Vu que de toute façon, si on a ces cadres en tête, on a deux types de données, données filtrées ou données basse fréquence ou simulation, tout est la même chose, et données haute fréquence réalistes. L'idée, c'était vraiment très simple. On se prend les cadres, la distribution conjointe avec les GAN pour X et pour Y. D'accord?
avec deux structures d'autoencodeurs différentes. Une qu'on appelle PX et l'autre PY. On les entraîne séparément. Vous voyez que soit pour Y à gauche, pardon, et X à droite, l'autoencodeur marche très bien. Il régénère des signaux à partir du signal lui-même et il peut générer des signaux plus ou moins de la même forme à partir d'un sampling quotient dans l'espace latin. Alors maintenant, comment on branche les deux? Parce que moi, idéalement, je voudrais passer de droite à gauche. Avec une seule simulation, passer de droite à gauche. Et c'est là qu'on introduit, effectivement, un passage, comment dire, ça c'était la thèse de Gottfried Jacquet. X, Y, au début, on avait essayé avec ça, passer directement de X, Y, ça ne marchait pas, pix to pix, enfin, ça marchait moins bien. Là, maintenant, on a dit X, on essaie d'apprendre l'espace latent qui va avec, et Y, pareil. D'accord? Séparément. Donc, FY, GY, FX, GX. Et maintenant, une fois qu'on est sûr que l'espace latent représente univoquement à la fois X et à la fois Y, on introduit un troisième autoencodeur ici qui fait les passages entre l'un et l'autre. Sauf que ces passages-là, il est beaucoup plus simple parce que Z' et Z sont gaussiens, parce que les GAN a imposé que ce soit gaussien. Enfin, on a fait de sorte qu'en fait, les distributions marchaient gaussiennes. Et maintenant, avec ça, on a juste des tailles beaucoup plus petites, donc un taux de compression quand même considérable. Et on a juste besoin d'une autre structure d'autoencodeur, pour passer de l'espace latent correspondant à nos simulations numériques, Z', à l'espace latent d'une signal sismique réel. D'accord? Et puis, grâce au décodeur de GY, on pourra revenir à des signaux fictifs, mais informés par X. Donc, les passages, il est comme ça. Hein. X, Z', Z, Y. C'est U à U. Donc, au passage, on va faire sauter, par exemple, GX et FY. Ils ne serviront pas. Donc là, je vous montre effectivement le cas final, celui qui résume un peu tout. Vous avez trois autoencodeurs, un à gauche, basse fréquence, l'autre à droite, haute fréquence, enfin broadband, et celui du milieu qui fait les passages entre les deux espaces latents. Donc, il ne s'occupe pas de travailler sur les données, il s'occupe que de travailler sur des espaces assez simples et des dimensions réduites. Et vous voyez qu'en fait, si vous comparez la première approche que j'avais choisie, celle avec les spectres de réponse, vous voyez que bon, les deux signaux, les noirs, les enregistrés, et les bleus, qui est la simulation, même si améliorée par des réseaux de neurones, bon, vous voyez que les phases ne sont pas du tout, elles ne collent pas. L'amplitude, OK, mais les phases, pas du tout. Alors qu'avec notre nouvelle approche, appelée Sysmoalis, on voit bien qu'il y a un match aussi en phase qui est très important. Donc, les rouges, c'est le chaînage des trois autoencodeurs. Et les noirs, c'est toujours la simulation. Et puis, ici, on voit bien qu'effectivement, il y a aussi une bonne correspondance en termes de spectre défoulé. Donc, voilà, c'est comment on essaie de faire améliorer nos simulations numériques.